Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus et tous les lundis du mois de mars. La rédaction a décidé qu'on allait parler de bien-être, n'est-ce pas? Donc tous les lundis du mois de mars, on va parler bien-être. Ce soir, on parlera notamment de numérologie et de sexothérapie. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant, place au JT. Nous sommes le lundi 4 mars 2024 et aujourd'hui l'interruption volontaire de grossesse a été inscrite dans la Constitution, une première dans le monde. Et on part directement sur le front social avec cette mobilisation de riverains du plateau Saint-Germain à Gosier. Des administrés très remontés contre le projet de construction du gymnase Rudy Gobert voulu par la municipalité. Des habitants qui en revanche se disent en faveur de l'extension du cimetière. Le reportage de Charlie Dagonia. On a choisi ce jour-là pour éviter des travaux plus conséquents, plus importants, qui pourraient engager énormément d'argent. Et pour un gymnase qu'on ne veut pas, que nous les citoyens du Gosier, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas d'un gymnase Rudy Gobert à cet emplacement-là. Vous pouvez voir le quartier, il est enclavé. Il y a la circulation qui est difficile, impossibilité de se garer. Ça crée énormément de nuisances dans le voisinage. Il était prévu depuis 2015 l'extension du cimetière. Donc aujourd'hui, voir un gymnase, on ne peut pas l'accepter. On n'est pas contre le fait qu'il y ait un gymnase, mais on a des structures, on a déjà des structures existantes qui méritent d'être améliorées, rénovées, enfin ce qu'il y a à faire avec le Palais des Sports qui se trouve à Bas-du-Fort ou le stade du Gosier. Non, mais en fait, on n'a pas envie de le rencontrer. Celui qu'on veut rencontrer, c'est le préfet ou le sous-préfet. C'est notre seul souhait. Là, à l'heure actuelle, on ne veut voir que le préfet ou le sous-préfet. Il n'y a pas moyen de discuter avec monsieur le maire, puisque déjà, il nous a menti en disant que l'extension du cimetière se fera. Et c'est pas vrai. Quand on regarde les plans, il n'y a aucun espace pour l'agrandissement du cimetière. Il n'y a que le gymnase. Et alors que certains se plaignent de constructions dont ils ne veulent pas, d'autres aimeraient bien voir la livraison de certains ouvrages promis. La communauté scolaire de l'école Christophe Proto à Saint-François, elle, est dans l'attente de la reprise des travaux dans l'établissement. Entamé il y a plus d'un an, le chantier de la nouvelle école est à l'arrêt, ce qui pénalise les petits qui se retrouvent avec un espace réduit. Le reportage. Aujourd'hui, cela fait un an que l'école Christophe Proto est en travaux, puisque cela fait un an que la région et la mairie ont décidé de reconstruire l'école Joseph Judith à l'intérieur de la cour de notre école. Donc la cour a été amputée de ses 3/4 et 316 élèves de l'école n'ont quasiment plus de cours pour jouer. L'école est globalement laissée à l'abandon par la mairie, puisque des menus travaux qui nous semblent quand même importants, tels que des clayettes cassées, des toilettes non utilisables, des rideaux non mis, sont demandés à la mairie depuis plusieurs années et ne sont pas faits en fait. Qui nous donne une date pour recommencer la construction de l'école ou qui nous refasse la cour comme elle était avant, tout simplement. On ne demande pas plus. Qui nous donne des réponses. L'enseignement en lui-même, les enseignants sont très compétents, c'est ce qui sauve cette école, puisqu'ils sont motivés et soudés et qu'ils font en sorte que les enfants puissent apprendre et grandir correctement dans des locaux qui ne sont pas adaptés et dangereux. Ils n'en peuvent plus de cette situation non plus, mais ils n'ont aucun pouvoir pour bouger. On a déjà rencontré le maire et ses adjoints. Alors pour être très honnête, le maire il nous dit ça va reprendre, mais il nous donne pas de date. On ne sait pas dans combien de mois, dans combien d'années, si les travaux vont reprendre ou pas. On n'a aucune information, quoi.
Alors aujourd'hui, la région Guadeloupe et nous-mêmes reprogrammons cette construction qui doit reprendre incessamment, et bien entendu avec le soutien, puisqu'il faut bien savoir que la construction d'une école communale relève de la compétence et du budget communal. Les communes n'ayant pas les moyens, la région Guadeloupe, dans sa bienveillance, dans son aide qu'elle apporte à toutes les communes, dont Saint-François, aide et reconstruit les écoles primaires dans le cadre du plan séisme. Et c'est très important que ce soit fait comme cela, parce que je pense que ça demande beaucoup de fonds et beaucoup de budget. Donc, pour la sécurité même des enfants dans les écoles, on est obligé, puisque pratiquement toutes les écoles anciennes Guadeloupe ne sont pas aux normes sismiques. Le département, l'Université des Antilles et l'Université d'Howard signent une convention de partenariat, un rapprochement pour faciliter la mobilité de nos étudiants et chercheurs vers cette faculté de Washington, D.C. Regardez. Cette coopération va nous permettre de recevoir des étudiants de l'UA chez nous, à Washington DC, des chercheurs, également du personnel. On va mettre en place des conventions ensemble, des conférences, pardon. On va mettre ensemble des conférences, également à un sommet, différentes manifestations chaque année. Donc c'est vraiment un travail d'envergure que nous avons accompli jusqu'ici. Nous allons également avoir des groupes, comme le groupe que j'ai ramené aux États-Unis hier. Nous sommes une cinquantaine à être venus en Guadeloupe. Nous serons à Marie-Galante demain. Nous allons travailler autour de l'écologie, de la biodiversité. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'on ait aussi un impact concret quand on vient en Guadeloupe et que les Guadeloupéens aient un impact aussi conséquent quand ils viennent chez nous à Washington. C'est une très grande satisfaction que nous puissions concrétiser ce rêve, puisqu'il y a 2 ans, nous avons rencontré le docteur Francis et on avait évoqué cette possibilité qu'il puisse y avoir un partenariat, une collaboration entre Howard University et l'Université de la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc sous l'égide du conseil départemental. Donc, très grande satisfaction. Mais ce qui est surtout important, c'est que derrière, cela puisse donner lieu à des actions, ce partenariat, que nos étudiants puissent être en immersion au niveau de l'université de Howard et qu'eux puissent venir. Je crois qu'ils ont une forte délégation présente ici, près de 50 personnes, donc les choses se concrétisent. Je crois que très souvent, on a tendance à dire qu'il faut que les gens viennent chez nous pour nous apprendre des choses, mais ce n'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est que la Guadeloupe a énormément à apprendre au monde. Et donc, en accueillant des étudiants, des chercheurs guadeloupéens également, et de la Martinique, avec le campus qu'il y a à Schœlcher, nous sommes vraiment dans ce geste-là. Dire que voilà, nous avons des connaissances en partage, des buts communs, et qu'on peut vraiment avoir un impact dans le monde en travaillant ensemble autour de cette collaboration et des thèmes, des thématiques, des projets qui sont intégrés dans cette convention que nous avons signée aujourd'hui. Je suis l'adolescente qui débute ses études, à l'époque c'était encore l'UAG, donc aujourd'hui l'Université des Antilles, et qui se retrouve à la tête d'une des meilleures institutions américaines. Donc je suis honorée, vraiment honorée, mais pleine d'humilité également. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire ce qu'on fait. C'est pas une réussite qui n'est que la mienne. Moi, si je réussis, ça veut dire que la Guadeloupe en bénéficie, que beaucoup d'étudiants peuvent en bénéficier. Et c'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit et c'est là qu'on peut dire que ce qu'on a fait, qu'on a peut-être eu du succès. Et comme la gouvernance partagée semble ne pas fonctionner, la région Guadeloupe a signé de son côté une lettre d'intention avec l'Université d'Howard. Ainsi, du 3 au 13 mars prochain, 39 étudiants et 3 administratifs de cette faculté sont ici pour découvrir l'île à travers des visites et ateliers. Ils étaient aujourd'hui au Memorial Act à Pointe-à-Pitre. Le reste en images. Cette lettre d'intention marque notre intention d'avoir des collaborations avec, dans le milieu de la recherche, des mobilités étudiantes bilatérales, donc ici en Guadeloupe vers les Howard et à Howard vers la Guadeloupe. C'est la première collaboration formelle que nous avons à Howard avec la Guadeloupe.
l'espoir que nous avons, c'est que nous allons pouvoir accueillir des étudiants de la Guadeloupe à Howard, comme nous allons envoyer également nos étudiants de Howard ici en Guadeloupe, et qu'il y aura également beaucoup de développement de projets avec nos chercheurs guadeloupéens, les enseignants guadeloupéens vers Howard et le sens inverse également. Vous avez vu un peu le nombre de lycées aujourd'hui présents au Memorial Act. Vous avez vu comment les jeunes ont acclamé cette proposition que nous puissions au mois de juin-juillet aller avec une délégation à l'université d'Howard à Washington DC. Donc mettre en place cette passerelle culturelle, sportive, sur l'enseignement, permettre à nos jeunes de pouvoir côtoyer des jeunes à l'université d'Howard, d'où sont Kamala Harris, Toni Morrison, de grands qui sont passés par cette université, et notre Guadeloupéenne actuellement doyenne de l'université Gladys Francis. Pour moi, c'est un plus pour nos jeunes Guadeloupéens. Nous avons aujourd'hui plusieurs lycées, nous avons l'université, ils sont en train de prendre contact, ils sont en train d'échanger, et je pense que ce sera une manière pour nos jeunes de pouvoir dire effectivement qu'ils ont des contacts avec une université de prestige, et c'est pour cette raison que nous avons signé aujourd'hui cette convention avec l'université d'Howard, et nous continuons à travailler pour les jeunes Guadeloupéens. C'est une manière aussi, comme je le dis, de changer d'avenir. Nous le faisons déjà avec le Canada, où beaucoup de jeunes sont accompagnés par la région pour pouvoir faire leurs études de haut niveau. Eh bien voilà, c'est un plus pour nous, avec Washington, pourquoi pas demain avec d'autres pays, trouver des passerelles, permettre à notre jeunesse de pouvoir échanger sur plusieurs formes, je disais, culturelles, sportives, sociales aussi. Voilà, on a besoin de ça aujourd'hui. Nous sommes une petite région de 384 000 habitants, mais nous avons chez nous beaucoup de jeunes talents. Et comme je l'ai toujours dit, la jeunesse, c'est mon dada. Et on rappelle que l'université d'Howard, n'est-ce pas, c'est le Harvard pour les Noirs, en fait, tout simplement. Et afin de développer l'emploi, la ville de Sainte-Rose travaille de concert avec la préfecture, le Pôle emploi et le Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. Grâce à ce dispositif Territoire zéro chômeur, plus de 400 emplois devraient être créés dans le domaine associatif. Le reportage. Notre objectif, c'est d'accompagner le territoire, de travailler de manière collective pendant une semaine pour les accompagner, pour les mettre sur les bonnes rails, pour pouvoir accompagner ce projet et le développer opérationnellement dans l'objectif de développer le droit à l'emploi territorialisé sur le territoire de Sainte-Rose. Depuis fin 2022, donc on reçoit sur des infos collectives et un entretien individuel les demandeurs d'emploi pour évaluer leurs compétences, qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire donc, au sein des entreprises à but d'emploi. Et on identifie aussi les activités utiles. Donc les demandeurs d'emploi passent donc par les services de la ville, sont reçus ensuite en info collective grâce au partenariat avec France Travail et les partenaires comme la mission locale et différents partenaires de l'emploi. Et ensuite, on travaille avec eux donc, sur différents ateliers. Donc un bon nombre, aujourd'hui 240 demandeurs d'emploi ont été reçus en entretien. 96 sont intégrés dans le cadre de la mise en œuvre de l'expérimentation sur cette rose. Et on continue le travail de recensement des demandeurs d'emploi. Zéro chômeur, ce n'est pas un objectif aujourd'hui qui est atteignable. Mais l'idée, c'est précisément de lutter contre ce chômage de longue durée qui sévit en Guadeloupe avec plus de 38 000 bénéficiaires du RSA. Et dans notre commune, la ville de Sainte-Rose, qui est un bastion agricole, tenter de répondre à ces exigences-là par le développement d'un modèle économique autour de ce projet-là qui puisse développer un certain nombre d'emplois. L'objectif final, c'est plus de 400 emplois. L'idée, c'est de pouvoir monter graduellement en puissance avec le concours des services de l'État, de tous les services, les institutionnels autour, le conseil régional, le département, bref, l'ensemble des acteurs qui agissent sur le territoire et faire en sorte que ce projet soit une réussite parce que ce n'est pas tout que de commencer, mais il faut réussir et c'est ça le plus important. Ces emplois vont être à destination du monde associatif
Mais le grand intérêt aussi qu'il y a dans ce projet, c'est qu'il y a des actions en fait davantage commerciales, davantage tournées vers le développement économique. Donc, comme je me plais à dire, on n'est pas à l'abri de transfigurer notre ville avec un projet ambitieux et très intéressant. Nous avons 80 000 euros de notre côté, du côté de la préfecture, qui sont mobilisés dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et qui seront dédiés à l'amorçage de ce dispositif, à l'aide au déploiement de ce dispositif sur le territoire de la commune de Sainte-Rose. Sainte-Rose va ouvrir la voie à l'expérimentation sur la Guadeloupe, mais on a déjà 5 communes engagées sur le sud Basse-Terre, avec Capesterre-Belle-Eau, Trois-Rivières, Bouillante, Vieux Habitants et Gourbert, qui sont aujourd'hui déjà engagés dans l'expérimentation avec lesquels on commence à travailler. Mais bien entendu, le but c'est que le maximum de communes qui souhaitent s'engager dans cette expérimentation puissent développer ça. Le but bien entendu de l'expérimentation à l'échelle nationale est d'étendre et de faire en fait de l'emploi un droit, et donc une expérimentation nationale qui est tentée de devenir généralisée à l'ensemble du territoire. Un reportage de Solène Fèvre. Et dans la continuité du colloque sur les maladies rares, l'association Acacia a mis en lumière l'amylose. Cette pathologie encore méconnue est liée au dépôt de protéines anormales qui s'accumulent progressivement dans les tissus et les organes, perturbant ainsi leur fonctionnement. Et si le pronostic est plutôt bon, lorsqu'elle est détectée tôt, cette pathologie évolue très vite et peut être fatale quand le cœur ou les reins sont touchés. Vianney Valverde a assisté à cette conférence autour de l'amylose à la salle Réminé Souta à Pointe-à-Pitre, où l'on se rend tout de suite. Nous sommes en campagne d'information que nous avons commencé il y a à peu près 2 ans. La réunion de ce matin prend une importance particulière parce que nous la faisons dans la foulée du colloque sur les maladies rares qui a eu lieu il y a 2 jours à Palais-Royal en Guadeloupe. Donc le public est mobilisé là-dessus parce qu'il a entendu parler effectivement des maladies rares. Donc il est venu plus nombreux. Et puis comme on est en partenariat avec Carukira, avec le CAK, avec la Comarque, les porteurs d'amylose sont de plus en plus orientés vers notre association. Et ce matin, nous avons un plus grand nombre que d'habitude de malades, parce qu'ils ont été sensibilisés à la présence de l'association. C'est une maladie rare qui touche peu de personnes, certes, mais qui est suffisamment importante, cette maladie, pour être connue des individus, d'autant plus que c'est une maladie qui, dans certains cas, qui est héréditaire, qui touche l'ensemble des membres d'une même famille. Donc il était nécessaire d'en parler, de la présenter, de manière à ce que on sache de quoi il retourne et prévenir, le cas échéant, les difficultés qu'on pourrait connaître. La réunion d'aujourd'hui a également pour objet d'informer le maximum, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte de chance au niveau de la prise de médicaments, au niveau du parcours de soins et puis au niveau de la mise en place du diagnostic. Parce que seuls les spécialistes qui sont à l'origine de la découverte prescrivent les médicaments. Les médicaments sont encore très rares, très chers, et ils rentrent dans un protocole qui est hospitalier. Oui, je suis porteur de la maladie dans une forme neurologique. C'est-à-dire que, bon, je n'ai pas de la forme cardiaque, mais elle touche les muscles, n'est-ce pas? Et dès lors, bon, ben, écoutez, j'ai un traitement particulier là-dessus. Et j'ai eu du mal à être diagnostiqué de cette maladie-là, et d'autant plus que je suis porteur d'un variant, le VAL 107. Donc dès lors, bon, ben, écoutez, il était nécessaire pour moi de m'engager dans cette association et de pouvoir œuvrer autant que faire se peut pour faire connaître la maladie et dégager des pistes pour le mieux-être des malades. Et afin d'améliorer l'accueil des publics porteurs de handicap, le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire organise des sessions de formation. Une occasion pour les responsables et animateurs non spécialisés de changer d'attitude et de perception quant au handicap. Objectif, apprendre à gérer au mieux leur comportement et favoriser leur inclusion. On se rend au groupe scolaire Guy Corneli aux Abîmes avec Olivier Moradel. Cette année, nous avons choisi le thème « Comment accueillir les enfants porteurs de handicap dans un accueil de loisirs ». Donc, pour cela, nous avons choisi également des intervenants pour former. Là, par exemple, là, nous avons une 60aine de responsables d'associations, directeurs d'accueil et des animateurs,
où nous les formons à comprendre la problématique qui se pose autour de l'accueil et les différentes difficultés et échanger avec des professionnels de façon à ce qu'ils puissent, lors de la mise en place de leur projet pédagogique, être en mesure également donc, de pouvoir bonifier un petit peu l'écriture de leur projet pédagogique et aussi avoir des outils pour améliorer également la prise en charge des enfants et surtout démystifier aussi la problématique de l'accueil des enfants porteurs de handicap. Nous avons déjà un accueil adapté qui nous permet d'accueillir des enfants porteurs de handicap. Et c'est pour cette raison que l'ensemble de l'équipe pédagogique, nous sommes présents à cette formation et nous disons déjà merci au CRAGEP. C'est pour trouver, comme disait Corinne, avoir des outils et les méthodes pour pouvoir bien accueillir ces enfants, qu'il n'y ait pas de différence avec les autres. Alors, quelles sont les méthodes, quels sont les outils, comment les accueillir, l'approche aussi avec la famille et puis les institutions comme les partenaires. En tant que psychopédagogue, moi je voulais les amener à s'interroger sur la perception qu'ils ont du handicap, parce que la perception qu'on a des choses impacte sur l'attitude et sur ce qu'on va faire. Et l'idée c'était aussi de leur montrer que oui, d'accord, il faut des ressources humaines, il faut des ressources financières, il faut tout ça. Mais il y a aussi l'attitude qu'on a va jouer énormément. Et l'attitude qu'on a va déterminer comment l'inclusion se fera. L'idée, c'est d'arriver au fait que l'inclusion, finalement, ça peut être aussi, c'est pas tout le temps un frein, ça peut être une opportunité pour permettre de bouger les lignes et des enfants qu'on dit ordinaires et des enfants porteurs de handicap. C'est une belle opportunité, une belle occasion, une belle leçon de vie en fait, pour permettre aux enfants d'accepter la différence, d'en tirer ses ressources. Et puis c'est une leçon d'acceptation de la différence. Ça nous permet également de fortifier, de conforter notre démarche pédagogique, démarche en direction des directeurs, des structures et des animateurs. Sans la formation, ils ne peuvent pas bonifier également, qualifier également cette démarche éducative de qualité que l'on cherche. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une information importante, à savoir qu'aujourd'hui, l'interruption volontaire de grossesse a été inscrite dans la Constitution, une première au monde, et la France espère effectivement servir de modèle en la matière. Il faut noter que sur à peu près les 200 pays qui composent cette planète, eh bien, il y en a 24 à peu près qui sont contre l'avortement, contre l'IVG finalement. Et donc la France veut être un phare peut-être pour ces contrées-là. En tout cas, une bonne soirée à vous à l'écoute de nos programmes. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une excellente soirée à vous. Bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et on débattra autour du bien-être ce soir. Il y a plein de solutions pour se sentir bien et travailler à son développement personnel, n'est-il pas? Eh bien, on va se pencher sur quelques petites méthodes et voir si ça vaut le coup. Ce sera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Mieli Pops, bonsoir à Géna Gior, bonsoir à Marie-André Cavaillon, bonsoir à Juliette Deval, bonsoir à Giraud Séverine Giraud, bonsoir à je crois que j'ai pas encore dit, Marie-Hélène. Bonsoir Marie-Hélène, je crois, je ne sais plus. Bonsoir à Patricia de Normandie. Oui, je suis content de vous retrouver aussi. Bonsoir à Talia Mdor. Oui, la team est présente. Bonsoir à Mieli Pops. Bonsoir à qui d'autre? À T. Jojo Neggers. Bonsoir T. Jojo Neggers. Bonsoir à Marie Juana. L'agent là fini ou bien il faut payer les maîtres d'œuvre. Là, tu parles du chantier à Saint-François. Oui, on pense bien que ça doit être une question de financement. Hein. Bonsoir à Fabien Média 97+. Bonsoir à Lina Wild. Bonsoir à Jimmy Alia. J'espère que ça va, Jimmy. Bonsoir à Dimitri Gobardan. J'espère que ça va, Dimitri. Bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Talia Mdor. Bonsoir à Fabienne Médard. Oui, le président
président de région met des cravates. Peut-être quand il aime bien les personnes qui reçoivent, je ne sais pas, il faudra qu'on observe ça, mais en tout cas oui, le président de région en met. Bonsoir à qui d'autre, à Lydia Luce, bonsoir à Perle de Caruquera, j'espère que ça va toi aussi. Bonsoir à Yvonne Dacour, bonsoir à qui d'autre qui était sur le live aujourd'hui, enfin a priori vous êtes tous là mais vous ne dites pas forcément. Bonsoir à qui d'autre, il y a un gros débat là. Ah bon, il y a du rififi à la mairie de Sainte-Rose, vous m'apprenez quelque chose, hein? Laissez plus de commentaires, hein? Bonsoir à Moïse Caramel, bonsoir à Viviane Coton aussi. Il y en a un qui a été mettre Vladimir Poutine regarde avec vous. Il y a des fans de Vladi par ici? On en parlera de toute façon, il faudra qu'on fasse un focus là-dessus parce que wesh, c'est tendu. Bonsoir à Suzanne Aubertan, bonsoir à Lee Féline, à Jérôme Zélateur, j'espère que tu vas bien Jérôme, bonsoir à Laura-Liv Gervelas, à Oji Karuquera, bonsoir aussi à Faustine Zozo Citadin, bonsoir à Maestro Yelele Wakonet, bonsoir à Valérie, et ce sera tout pour ce soir parce qu'il faut quand même que je déroule la pub et on se retrouve après.